Salut, bienvenue pour un nouvel update lecture. Cette fois, je dis cette fois parce que moi je les tourne à la suite. Je suis habillée comme dans le dernier update graphique que vous n'avez pas remarqué. Bref, dans cet update, comme d'habitude, je vais vous montrer 4 livres et c'est presque mes dernières lectures du mois de juillet. Il me restera, je crois, un livre que j'ai lu au mois de juillet et dont je vous parlerai dans le prochain update. Je suis plutôt contente parce que du coup, j'ai réussi à quasiment terminer ma palle du mois de juillet dans les temps. Il n'y a qu'un seul livre que j'ai pas lu parce que j'ai pas envie de le lire. Et je sais pas si j'ai pas encore décidé ce que j'en faisais. Donc peut-être que vous le savez déjà si je vous l'ai dit en vlog. Mais alors où moi je tourne cet update, j'ai pas encore décidé ce que je faisais de ce foutu livre. On verra bien. En tout cas, on est parti pour 4 nouvelles lectures. Et on va commencer par un abandon. C'est la vie. Donc les 4 filles du Docteur March de Louisa May Alcott. J'étais très contente d'avoir trouvé ce bouquin-là dans cette hyper vieille édition du livre de poche. Vraiment, le truc est kitsch à mort. Ils sont plus petits que les poches qu'on a aujourd'hui. Et pour des vieux livres comme ça, qui plus est pour des classiques comme ça, je préfère avoir, au-delà d'une belle édition récente, parce que je sais que ça existe, je préfère avoir une vieille édition comme ça. Un truc qui date, un truc que ça se voit, quand tu vois le bouquin physiquement, tu sais qu'il n'a pas été écrit il y a 5 ans. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu as une belle édition toute mignonne, toute sympathique, bah tu sais pas que le livre il n'a pas été écrit il y a 5 ans, si tu n'as pas lu le bouquin. Voilà, celui-là il date de 1980, sachant que l'autrice est née en... Attendez, parce que c'est marqué... sachant que l'autrice est morte en 1888, donc il existe encore des plus vieilles éditions que ça. Mais bref... Et je l'ai dit, j'ai abandonné ce bouquin au bout de la page 56 parce qu'en fait, ça ne m'intéresse tout simplement pas. On va suivre, je vais quand même vous résumer ce bouquin parce que moi j'en savais pas grand chose avant de le commencer. Je vais pas vous dire beaucoup plus que ce que je savais avant de commencer le bouquin, mais bon, bref. Donc on va suivre ici 4 jeunes filles, donc 4 sœurs qui s'appellent Meg, Jo, Bess et Amy. Voilà, elles sont sœurs, elles vivent avec leur mère. Le livre démarre juste avant Noël. Et donc voilà, tu les suis toutes les 4 dans cette espèce de petite chaumière avec leur mère à se débrouiller. Leur père est a priori à la guerre, de ce que j'ai compris. Voilà, on est dans ces temps-là où les enfants sont tout seuls avec leur mère parce que leurs pères sont à la guerre. Et on suit ça. Alors au-delà du fait que ça se passe avant Noël, qui est pas juste avant Noël, au moment de Noël, vraiment c'est pas une période que j'aime particulièrement dans l'année, vous le savez, mais surtout, en fait je m'attendais à plus, je m'attendais à autre chose, c'est quand même un classique de la littérature jeunesse, et ben, en fait on va juste suivre le quotidien de ces 4 jeunes filles, quoi, il y a rien de plus. Vraiment, moi j'ai pas trouvé ça plus intéressant que ça. De manière générale, le contemporain, c'est pas mon truc. La vie des gens ne m'intéresse pas s'il n'y a pas de notion de vampire, de loup-garou ou une romance. Vous voyez, il me faut un petit truc. Juste suivre la vie des gens, bah ça m'ennuie en fait. J'ai pas envie. Ça m'arrive quelquefois de lire du contemporain et d'aller au bout et d'apprécier. D'ailleurs, je vais vous en montrer un bon, qui est border en termes de contemporain, mais bref. Mais là, je sais pas, en fait, juste suivre la vie de ces jeunes filles, ça me suffisait pas. Et parce que c'est les 4 filles du Docteur March, parce que c'est un livre connu, bah, je m'attendais à autre chose, en fait, je m'attendais à plus, à trouver plus là-dedans. En fait, je m'attendais à trouver une vraie raison qui fait que c'est un livre classique aujourd'hui, tu vois. Pour moi, il a pas grand-chose de plus que beaucoup d'autres contemporains. Je vois pas pourquoi il est, lui, classique et pas d'autres. Alors après, j'ai lu que 56 pages, et peut-être que ce qui se passe dans la suite justifie le fait que c'est un classique, peut-être qu'on n'a pas besoin de justifier le fait que c'est un classique, mais en tout cas, bah ouais, j'ai pas envie, quoi. Genre vraiment, j'ai juste pas envie. Ça a l'air d'être une histoire sympathique, hein. C'est juste que pour moi, c'est pas suffisant. Je vais peut-être regarder une adaptation de cette histoire-là, et peut-être une fois que j'aurai vu l'adaptation, je comprendrai pourquoi c'est un classique, et j'aurai peut-être envie de le continuer ou de le recommencer. Donc je vais le garder. Et dans l'idée, je peux peut-être faire ça. Mais ouais, pour le coup, c'était pas... C'était pas nul, mais c'était pas ouf, quoi. Ensuite, j'ai lu Les voleurs d'histoire, le tome 1 de James Riley. Et je l'ai abandonné à la page 39 parce que James Riley est un auteur, je crois que c'est un homme, je ne sais plus. Voilà, c'est ça. James Riley est un auteur, est un homme, donc...
James Riley est un auteur de jeunesse qui écrit des livres pour la jeunesse dans le but, même pas d'éduquer les enfants, dans le but de stigmatiser les enfants, dans le but de leur faire rentrer à coups de marteau des valeurs dans leur tête. Et c'est pas comme ça qu'on est censé écrire un livre jeunesse. Les livres jeunesse sont là pour divertir les enfants, parfois leur apprendre quelque chose, les faire réfléchir, oui, mais pas pour taper avec un marteau sur leur crâne jusqu'à ce que les valeurs que l'auteur veut faire passer, y rentrent. Je suis désolée, ça ne marche pas comme ça dans un livre jeunesse, et là, c'est le cas. Vraiment, je l'avais dit en vlog au moment où je lisais le début, mais alors vraiment, c'est pas possible. J'ai vraiment l'impression que l'auteur tape sur ma tête avec son fucking marteau là, et j'ai envie de lui dire, c'est pas comme ça qu'on fait avec les enfants en fait. Bref, on va suivre Finn, qui a, je sais pas, peut-être 10-11 ans par là, qui va à l'école, tout ça, tout va à peu près bien pour lui, machin bidule, et il va se rendre compte qu'une de ses camarades, qui s'appelle Andy, a la capacité de pouvoir littéralement rentrer dans un livre. C'est-à-dire qu'elle peut l'ouvrir et tomber dedans, genre rentrer dans la page, et du coup elle atterrit dans l'histoire, dans ce qui se passe et tout, genre pour vous donner un ordre d'idée parce que c'est cité dedans, enfin pas tout à fait comme ça mais bref, c'est comme si elle ouvre Harry Potter et hop, elle rentre dans le bouquin et du coup elle atterrit à Poudlard, à côté de Harry dans la salle de classe. Vous voyez, c'est ça qu'elle fait. Donc du coup il découvre ça, et il veut comprendre comment elle fait tout ça, sauf qu'elle, elle veut pas lui en parler parce que elle n'a pas le droit de faire ça. Sa mère lui interdit de plonger dans les livres parce que c'est dangereux, et du coup elle ment à sa mère parce qu'elle lui dit pas qu'elle le fait, et elle n'a pas en plus envie de partager ce secret honteux et terrifiant et horrible avec Finn. Oui, j'en fais des caisses, mais l'auteur en fait des caisses lui-même. C'est-à-dire que en 39 pages, l'auteur passe son temps à te dire que ah ben c'est pas bien parce qu'Andy elle ment à sa mère, ah ben c'est pas bien parce qu'elle fait des trucs que sa mère elle veut pas qu'elle fasse, ah ben c'est pas bien parce qu'elle lui cache des trucs, ah ben c'est pas bien parce qu'elle se met en danger, ah ben c'est pas bien parce que... L'auteur passe son temps à t'expliquer que mentir à tes parents, ah là là, c'est pas bien du tout, ah là là, ça se fait pas, non mais franchement il faut lui dire, non mais franchement ça se fait pas de mentir, non mais ça se fait pas de faire ce que ta mère elle a dit que tu devais pas faire, et puis non ça se fait pas, vraiment c'est pas cool de mentir à tes parents, et puis voilà, vraiment c'est vraiment le marteau, je vous jure, c'est vraiment, il insiste vraiment là-dessus. Et de l'autre côté, Finn, du coup, qui veut comprendre ce qui se passe, et en mode ah mais je veux savoir, mais en même temps je peux pas l'obliger, puis même si elle veut pas me dire je peux pas l'obliger, puis en même temps, et puis une fois qu'il a découvert son secret, parce qu'il le découvre quand même, tu vois, il est en mode oh mais je dois en parler à quelqu'un, mais j'ai promis que j'en parlais pas à quelqu'un, mais en même temps il faut que j'en parle à quelqu'un parce que ouais mais j'ai promis, du coup je peux pas trahir ma promesse. Mais je vous jure, c'est vraiment comme ça dans le bouquin, on insiste vraiment sur ces valeurs là, et je l'ai dit en vlog, oui, mentir c'est pas bien. Mentir quand tu es un enfant à tes parents, c'est pas bien. On est d'accord là-dessus. Mais interdire quelque chose à ton enfant sans rien lui expliquer, c'est pas bien non plus. On parle ici d'une petite fille qui est interdite de faire ce qu'elle peut faire et ce qu'elle est l'une des seules personnes au monde à pouvoir faire. Et en plus, elle fait ça, elle va dans les livres pour chercher son père. Parce que son père est un personnage fictif qu'elle n'a pas connu et qu'elle veut rencontrer. Donc oui, elle ment à sa mère et oui, elle fait quelque chose de dangereux, mais elle le fait pour une bonne raison, en fait. Alors qu'au contraire, sa mère lui interdit de le faire sans lui avoir donné de réelles bonnes raisons. Et le fait d'insister autant sur l'hypocrisie de cette pauvre petite jeune fille, sans même remettre en question les dires d'un adulte, moi ça me pose des problèmes en fait. Vraiment, tu ne peux pas dire à un enfant faut pas faire ci, faut pas faire ça, attention c'est dangereux, attention c'est ci, attention c'est ça, et t'attendre à ce que l'enfant t'écoute au doigt et à l'œil alors que tu ne lui as rien expliqué et alors que tu ne lui as donné aucune bonne raison de t'écouter. Éduquer un enfant, ça passe aussi par là. Et encore une fois, le marteau sur la tête, ça marche pas en fait. Vraiment, je peux pas. Moi, je peux pas lire ce genre de livre jeunesse. Ça a le don de m'agacer, de m'horripiler. Je ne comprends pas les gens qui font ça. Les auteurs et les autrices qui font ça parce qu'il n'y a pas que lui. Et vraiment, c'est pas possible. Et puis alors, en plus de ça, on a dans ces 39 pages une merveilleuse petite liste de livres jeunesse apparemment recommandés par l'auteur. Mais il y en a beaucoup trop en fait. Enfin, genre vraiment, le nombre de livres jeunesse cités dans ces 39 pages, c'est à donner envie de vomir. Je vous jure, vraiment, ça a donné envie de vomir. Tu sens que l'auteur veut que les enfants lisent parce que lire c'est bien, parce que lire c'est cool. James Riley, on a des problèmes, vous et moi, en termes d'éducation des enfants, et ça pour moi, c'est pas possible.
Je vais essayer de me calmer et je passe maintenant au livre que vous m'avez vu lire dans le vlog du Week-end d'Amil si vous l'avez regardé. Et donc, le premier c'est Light Years, le tome 1 de Cass Morgan. C'est écrit en haut, c'est écrit derrière, c'est écrit partout. C'est l'autrice de la saga Les 100 qui a été adaptée en série. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 1, j'ai trouvé ça très cool. Je vais essayer de m'acheter la suite pour la lire là prochainement parce que franchement j'ai trouvé ça vraiment bien. On est dans un univers de science-fiction, ce qui n'est pas ce que je préfère lire, mais on est dans un univers de science-fiction, il y a plusieurs planètes et il y a une académie qui est chargée de former les jeunes. En gros, ça va être les futurs membres de l'armée de l'univers dans lequel on est, parce que dans cette galaxie, il y a d'autres planètes qui n'appartiennent pas au peuple que nous on va suivre, et avec lesquels on est en guerre. Le peuple qu'on suit est en guerre. Et donc il y a l'académie qui forme les jeunes et les futurs sergents, agents militaires, tout ça. Et pour la première fois depuis l'ouverture de l'académie est ouverte à tout le monde. Jusqu'à présent, il n'y a que les jeunes qui venaient d'une certaine planète, en gros les riches et les privilégiés, qui pouvaient intégrer cette académie. Mais là, ils ont ouvert à tout le monde, et donc à toutes les planètes, à des membres, à des jeunes de tous les milieux. Il y a juste un test à passer pour rentrer, et si tu obtiens un score assez suffisant pour y entrer, et ben, tu as accès à l'académie, peu importe d'où tu viens. Et donc nous on va suivre 4 jeunes personnes, Vesper, Aran, Aurélia et Cormac, qui vont intégrer cette académie et qui vont... en fait, ils ont chacun des objectifs quand ils intègrent l'académie, et au fur et à mesure de l'année scolaire qu'on va suivre, ça va évoluer, ça va bouger. Et j'ai trouvé ça très cool. Il y a de moins en moins de tome 1 de saga Young Adult comme ça que je suis capable d'aimer, d'apprécier, et pour lesquels je vais au bout, et pour lesquels je vais acheter et lire la suite. Mais là, vraiment, je l'ai trouvé cool. En fait, le reproche principal que je fais à tous ces tomes 1 de Young Adult que j'abandonne, c'est que le début est très long, c'est qu'on s'ennuie au début, et c'est que l'autrice, en général, parce que c'est des autrices pour la plupart, veulent bien mettre en place les choses avant de te parler de leur univers. Et ensuite, elles te parlent de leur univers, et ensuite, ah bah boum, le tome 1 est fini, et il s'est rien passé. Vraiment, tu lis 100, 150, parfois 200 pages d'un tome 1 et il se passe rien. Ici, c'est pas le cas. Ici, on a du coup quand même 4 personnages qu'on va suivre et les points de vue sont alternés. Donc on a les 4 points de vue qui s'alternent. Mais là où Cass Morgan est intelligente selon moi, c'est qu'elle s'est pas contentée de nous présenter chacun des personnages chez lui avant qu'il intègre l'académie. Vous voyez, on n'a pas ces chapitres-là qui durent 10-12 pages. Et donc au bout d'une 60aine de pages, il s'est rien passé, on t'a juste présenté les quatre personnages principaux chez eux, dans leur famille, quand ils préparent leurs affaires pour partir à l'académie. Et ensuite, au bout de 70-80 pages, hop là, ils font le voyage, et voilà, t'atteins la page 150 et ils ont à peine intégré l'académie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le cas. Là, on a les 4 premiers chapitres dans la tête des 4 personnages principaux qu'on va suivre, donc... Mais on rencontre le premier, donc qui est Cormac, donc chez lui, sur sa planète. Tu comprends un petit peu comment est structuré le monde, qu'est-ce qui va se passer, quels sont les enjeux pour Cormac, et bim, il va intégrer l'académie. Ensuite, on a le deuxième personnage, je ne sais plus qui c'est, mais ils sont dans la salle d'embarquement et il y a déjà des échanges entre plusieurs personnes et personnages qu'on va suivre ensuite. Ensuite, on a le troisième personnage qu'on rencontre au moment de la présentation, donc on est déjà à l'académie de la présentation par la directrice de l'académie aux nouveaux élèves qui arrivent de l'année, comment ça va se passer, comment ça va se dérouler. Et ensuite on a le quatrième personnage qui arrive au moment où il passe un autre test pour être réparti dans les classes et dans les niveaux. Donc en fait, au moment où on a fini de rencontrer les personnages, on est déjà à l'académie, on sait déjà ce qui va se passer, et en fait, moi, j'ai déjà envie de connaître la suite. Alors que dans la plupart des autres sagas, on te présente les personnages, la situation. En général, on te fait chouiner dans les chaumières en mode « Ah là là, vous voyez, elle fait partie de la plus basse caste de la société, c'est très triste, ouin ouin ouin. » Et pendant 4 chapitres, on se fait chier parce qu'il se passe rien, en fait. Alors que là, c'est pas le cas. Et là, c'est vraiment cool. J'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 1. Alors, il a des défauts, il n'est pas parfait, il est clairement introductif. Il y a des choses que je croyais avoir devinées et je l'ai dit en vlog, le final du tome 1 n'est pas celui auquel je m'attendais.
Et j'ai dit en vlog que j'avais été plus déçue de pas lire ce que je croyais avoir anticipé que si j'avais lu ce que je croyais avoir deviné depuis une cinquantaine de pages au moins. Mais en fait c'est pas tout à fait le cas. C'est juste que ouais cette fin m'a choquée. C'est un peu un cliffhanger, mais on n'est pas sur un cliffhanger de ouf malade en mode ah là là je veux savoir ce qui se passe. Parce qu'on est dans du young adulte et parce que je sais qu'il va rien arriver de dramatique non plus au personnage. Mais je sais pas, vraiment j'ai trouvé ça cool. Et en plus on a de l'inclusion en termes de féminisme, en termes de couleur de peau, en termes de sexualité, en termes de pas mal de choses, vraiment. Et c'est bien fait. Vous voyez, c'est pas juste de l'inclusion parce que bon bah ça fait bien si je fais de l'inclusion. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment bien fait, c'est vraiment bien intégré à l'histoire et j'ai trouvé ça très cool. Voilà, du coup je l'ai dit, j'ai vraiment hâte de lire la suite et j'espère que je vais la trouver d'occasion dans pas longtemps parce que j'ai peur d'oublier le tome 1 si je lis pas le tome 2 rapidement. Logiquement, si je dis pas de conneries, c'est une trilogie ou alors peut-être en 4 tomes parce que Les 100 c'est une saga en 4 tomes. Donc je sais pas s'il y aura 3 ou 4 tomes, peut-être que 2. Mais en tout cas, je veux lire le tome 2 rapidement. Et enfin celui-là vous l'avez aussi vu dans le vlog du week-end d'Amil, donc c'est Adèle et les noces de la reine Margot, 2015 le jour, 1572 la nuit, de Silène Edgar, que j'ai clairement pas vraiment aimé. Je l'ai dit en vlog et je confirme, je n'aurais pas été au bout de ce livre si je ne l'avais pas lu sur le week-end d'Amil. Là je l'ai lu en 2 jours et demi, oui c'est ça, 2 jours et demi, mais si je l'avais lu à un rythme un peu plus normal pour moi, donc en dehors d'un week-end d'Amil, j'aurais peut-être mis 4, peut-être 5 jours à lire et ça m'aurait gonflé au bout d'un moment. Mais là, comme je l'ai lu rapidement et que j'étais dans le mood du week-end d'Amil, je l'ai terminé, vous voyez. Mais vraiment, j'ai pas aimé le personnage principal et j'ai trouvé ça... en fait, j'ai trouvé tout surfait dans ce bouquin et c'est vraiment dommage. Donc on va suivre Adèle, qui est une jeune fille de 13-14 ans, je dirais, un truc comme ça. On est à la veille des vacances de la Toussaint et son prof de français lui donne un livre à lire, donc Les noces de la reine Margot de Alexandre Dumas. Je n'ai toujours pas vérifié si ce livre existe réellement, mais bon, bref. Donc voilà, il lui donne ça à lire et Adèle est un peu l'ado cliché dans toute sa splendeur, c'est-à-dire que elle est ronchon, elle est grognon, elle se plaint de tout et de son contraire, elle râle après tout le monde, elle a envie d'être populaire mais en même temps ça la saoule, elle veut aller à l'encontre de tout ce que lui disent ses parents juste pour les embêter, parce que c'est comme ça, tu vois, mais vraiment elle a vraiment tout le package complet de l'ado relou. Et c'est juste un peu lourd au bout d'un moment. Elle se plaint que ses parents sont jamais là pour elle parce que du coup ils travaillent. Et en même temps, quand sa mère pose une après-midi pour être avec elle, elle est en mode ouais si tu veux, franchement pas ouf quoi. Enfin, tu peux pas te plaindre de tout et son contraire comme ça tout le temps, tu vois. C'est pas possible. Bref, l'histoire en fait c'est qu'elle va commencer donc à lire ce bouquin. Et elle va commencer à rêver de ce qui se passe dans ce bouquin. Dans ses rêves, elle est catapultée en 1572 à la veille du mariage de la reine Margot, donc Marguerite de France. En gros, c'est un mariage entre les protestants et les chrétiens orthodoxes, je crois, un truc comme ça, pour essayer d'unifier tous les chrétiens, parce qu'on c'est la période des guerres de religion et du massacre notamment de la Saint-Barthélemy. Si ça vous dit quelque chose, voilà. Je pense aussi que ça m'a pas aidé toutes ces questions de religion et tout parce que j'ai énormément de mal à comprendre pourquoi, alors même que tu crois littéralement en le même Dieu mais pas de la même manière, pourquoi tu as besoin de t'entretuer au nom du Dieu auquel tu crois. C'est vraiment ça la religion. Enfin je comprends pas, vraiment c'est un truc qui me dépasse. Moi je crois en aucun Dieu, je crois en rien, mais que tu puisses croire en un Dieu et aller jusqu'à massacrer des gens qui croient en le même Dieu que toi mais pas de la même manière, moi ça me dépasse en fait. Donc ça m'a pas aidé toutes ces questions de religion, mais bref. Donc voilà, la nuit, Adèle est catapultée dans ses rêves là, elle se retrouve au château du Louvre avec tout le protocole et tous les différends qu'il y a entre les protestants et les orthodoxes, catholiques, je crois. Enfin, bref, je suis pas très au fait de tout ce truc là, mais bref, voilà, elle se retrouve là-dedans. Et elle va essayer d'aider un petit peu comme elle peut en parallèle. En fait, elle se prend au jeu et elle finit par adorer cette histoire et ce truc. Vraiment, elle est à fond là-dedans. Mais elle va
plus elle rêve de ça et plus elle est à fond dans cette histoire-là, plus elle perd pied avec la réalité. Et c'est dangereux. Vraiment, c'est pas un mauvais livre, il est plein de défauts pour moi, mais c'est pas un mauvais livre quand même. C'est juste que c'est pas le premier livre écrit par Sylvain Edgar, et c'est dommage d'avoir encore autant de défauts dans un deuxième, ou peut-être un troisième, ou peut-être un quatrième livre qu'elle a écrit, vous voyez. Je trouve ça dommage, mais bon, c'est comme ça, et surtout, la fin, en fait, il n'y a pas de fin. Le livre n'a pas de fin, vraiment. Alors, il a techniquement une fin, parce que bah, le texte s'arrête, mais vraiment, le texte s'arrête, en fait. C'est pas une fin, c'est vraiment un mode de... Bon, j'ai arrêté d'écrire, du coup, on le publie comme ça, parce que j'ai arrêté d'écrire, quoi. Vraiment, j'ai vraiment ce sentiment de... L'autrice, en fait, elle a voulu passer à autre chose, écrire à autre chose, faire autre chose, je sais pas, elle est partie en vacances, elle avait autre chose à foutre, je sais pas ce qui s'est passé, mais juste, elle a pas écrit la fin, en fait. Parce que ça, pour moi, c'est pas une fin. Je suis désolée, mais... Bref. Ça m'a pas perturbée plus que ça, parce que j'étais pas particulièrement à fond dans le bouquin. C'est pas comme si j'avais adoré tout le bouquin, adoré le personnage, et que je me retrouve avec cette fin qui n'en est pas une. Mais disons que ça m'a pas aidé à apprécier le bouquin, le fait qu'il y ait même pas de fin, quoi. Genre, en fait, j'ai l'impression que l'autrice elle-même s'est rendue compte que ça n'allait nulle part son histoire, et que du coup, elle l'a même pas fini. Mais dans ces cas-là, pourquoi elle l'a publié? Ouais, je suis un peu mitigée face à ce bouquin parce que je l'ai fini et parce qu'en même temps, en fait, je regrette de l'avoir fini. J'aurais pas dû aller au bout, tu vois, mais bah, je suis allée au bout quand même. C'est pas très positif comme avis, j'en ai conscience, mais c'est ce qui arrive quand je vais au bout d'un livre alors que j'aurais dû l'abandonner. Voilà. C'était pas la note lecture le plus positif de ma chaîne, mais écoutez, c'est comme ça. J'espère qu'il vous a quand même plu. Merci de l'avoir regardé jusque là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.